Remercions vivement pour le brillantissime exposé qui vient d'être présenté. Alors, si je puis en fait résumer le fin fond de la pensée de Cissad, je dirais que ces grandes sorcières de l'économie, hein, c'est les entreprises exponentielles auxquelles il faisait allusion tout à l'heure, qui ont façonné le monde d'hier, qui façonnent le monde d'aujourd'hui et de demain, en améliorant la qualité de nos vies, en mettant à nos dispositions les meilleurs produits à des coûts qui sont vraiment très très compétitifs. Ces grandes sorcières de l'économie, en fait aujourd'hui, il a bien résumé les 9 facteurs clés de succès. Je peux dire les 9 grands facteurs clés de succès qui sont à l'origine du développement de ces grandes organisations. Et à partir de là, il a lancé, bien entendu, envers les étudiants et les étudiantes, un certain nombre, je dirais, d'astuces ou bien de tuyaux pour pouvoir développer des startups. Et ces startups, aujourd'hui, on n'a pas réellement besoin de grands fonds pour pouvoir investir. Il suffit en fait d'être talentueux et d'avoir cette idée originale. Croyez-moi, le reste, il suivra. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans le cadre de notre économie, on n'a pas réellement besoin des grands fonds. Nous avons besoin réellement des idées originales. Merci. Je tiens à remercier vivement tous les participants ici présents. Et de suite, je vais donner la parole à l'auditoire pour pouvoir poser des questions aux intervenants qui ont réellement, je dirais, enrichi notre débat sur la digitalisation des organisations disruptives. Et de suite, là, je donnerai la parole à quelques-uns qui sont éventuellement intéressés à poser des questions très pointues sur un des aspects qui a fait l'objet de développement aujourd'hui. Bien. Alors, je tiens d'abord à remercier à mon tour les différents intervenants qui ont fait preuve de pédagogie, de didactique, à la fois envers nous, mais aussi envers nos différents étudiants. J'apprécie aussi la façon avec laquelle le message a été passé pour inviter les étudiants à être innovants et à participer à l'économie du pays. Moi, j'ai envie de plus qu'une question, j'ai envie de partager une réflexion sur le sujet qui est partie du slogan, j'ai envie de l'OSIM, au-delà du digital. Parce que depuis que l'homme est homme, ou j'ai envie de dire que depuis que Prométhée, si on reprend la mythologie grecque, a volé le feu au dieu de l'Olympe, l'homme n'a cessé d'innover justement pour améliorer son existence. Et donc cette volonté d'améliorer et de faciliter son existence a fait passer l'humanité de différentes étapes, les différentes révolutions qu'on a connues, la mécanisation, l'énergie avec l'apparition de l'électricité, plus proche de nous, la troisième révolution industrielle qui est basée sur l'électronique et la communication. Et aujourd'hui, on parle de la numérisation, qui est considérée comme la quatrième révolution qu'on érige aujourd'hui comme un vecteur ou comme plutôt le grand vecteur de l'innovation et de l'adaptation, n'est pas simplement un outil que l'être humain aujourd'hui utilise pour pouvoir continuer à exister, à s'adapter à son environnement. Quand je dis l'être humain, aujourd'hui c'est l'être humain en tant que je veux dire physique, mais aussi les organisations, qu'elles soient culturelles, économiques, sociales, etc. Donc voilà, c'est cette notion qui m'a été inspirée par l'au-delà du digital. En fait, c'est l'adaptation ou l'agilité, comme disait le fondateur de l'Economic Forum World, qui disait, vous avez repris M. Saad, ce n'est pas les grands poissons aujourd'hui qui mangent les plus petits, c'est plutôt les plus rapides ou les plus agiles qui mangent les plus gros. Voilà. Merci. Vous avez raison. Sauf que tout le monde n'est pas capable de le faire. Je rebondis sur la présentation que vient de boucler Cissad. Alors, moi aussi, quand j'ai vu le programme, j'ai fait mes recherches et j'ai vu un peu ce que c'est que les organisations exponentielles. Il y en a très peu qui ont plus de 50 ans. Dans les meilleurs, enfin, dans le top 10 des entreprises exponentielles, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup moins de vieux. Celle que je cite comme exemple aussi, c'est General Electric, qui est très ancienne. Mais c'est l'une des seules, je dirais, grandes industries
qui a pu s'adapter. Alors, ce n'est qu'une adaptation. Mais est-ce que tout le monde est capable de le faire? General Electric arrive, je crois, dans le dernier classement exponentiel en 11e ou 12e position. Mais sinon, c'est des Uber, c'est des Google, Et du coup, oui, c'est une adaptation. Faites-le. Et du coup, quand on voit par exemple l'exemple de General Electric qui est passé de fournisseur d'énergie, aujourd'hui General Electric se définit comme fournisseur de solutions software. Ils ont migré, ils ont investi 15 millions de dollars sur de l'IoT et ils font de la plateforme. Donc ils ont repris, c'est une entreprise exponentielle avec les différentes classifications, enfin les différents points de la définition que vous venez de voir. Oui, c'est une transformation. Tout le monde n'est pas capable de suivre. C'est encore une fois, c'est une mutation. Dans une mutation, certains y arriveront, certains n'y arriveront pas, et l'histoire continue. Oui. Juste un élément de réflexion à ce qui vient d'être dit à l'instant même. C'est vrai, on s'inscrit réellement dans le cadre d'une logique de cette vieille théorie darwiniste de la sélection naturelle. C'est réellement la survivance réellement du plus apte. Mais aujourd'hui, qui c'est réellement cette entité ou bien cette personne qui est plus apte? C'est réellement la petite organisation aujourd'hui, ou bien small, je dirais, organization, qui détient réellement un certain nombre je dirais, d'actifs. Et l'actif aujourd'hui ayant le plus de valeur, c'est réellement ce top management qui a réussi à s'adapter à cette nouvelle transformation digitale, qui est habilité à apporter réellement une valeur ajoutée. Et en fait, cette valeur ajoutée, réellement, il ne touche pas uniquement un seul process, mais c'est toute la chaîne de valeur qui est en jeu. Alors là, il faudrait placer, à mon sens, un pilote agile à la tête de ces différents process, à savoir les process de management, les process opérationnels et les process du support. Ah ben, si on réussit à avoir des cadres dirigeants ayant ces qualificatifs qui ont été présentés tout à l'heure par CISAD et les autres intervenants, on réussira finalement à définir l'entité de ce troisième millénaire, habilité à façonner le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Merci. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je remercie les intervenants. Hein. C'était très, très intéressant, les trois interventions. En particulier, M. Saad, où à chaque fois que vous venez à l'UPF, on se régale. Hein. Donc, je vous remercie infiniment. Alors, ma question, elle concerne les trois intervenants. C'est la transposition de tout ce que vous avez dit. Hein. Vous avez dit beaucoup de choses sur les entreprises de demain notamment. Surtout le mot-clé, hein, le pivot de tout ce qui a été dit, l'innovation, hein, donc, qui s'adresse particulièrement aux étudiants, qu'on veut faire phosphorer, comme vous avez dit, alors phosphorant, pour créer des startups de demain, des entreprises intéressantes pour demain. Alors, ma question tourne autour de la transposition de ce concept à l'enseignement supérieur. Est-ce qu'on peut, nous en tant que professeurs qu'enseignants, hein, ou toutes les universités, notamment les universités privées, peuvent faire fonctionner votre principe, hein, en associant la psychologie, je vais même oser le mot, voire la psychanalyse, à l'enseignement, hein, pour aller plus loin, pour creuser, hein, pour pousser plus loin dans l'efficacité de l'apprentissage. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je demande l'avis des experts dans l'intelligence artificielle, dans notamment les organisations exponentielles, particulièrement sur ce point-là, pour faire exploser, hein, tout simplement, révolutionner les techniques d'apprentissage qui restent quand même très, très traditionnelles, très 19e, 20e siècle, disons les choses clairement. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut répondre? Ça m'est égal. Alors, première confidence que je vais vous faire, c'est que je suis en train d'expérimenter le modèle XO sur un établissement d'enseignement supérieur. C'est la première. Deuxièmement, s'il y a un domaine qui, en fait, il est à la base, je ne vais pas vous l'apprendre, du développement de toute nation, de tout continent, de tout pays, de tout ce qu'on veut, c'est l'éducation.
Et l'éducation aujourd'hui, et donc à l'instar de certains d'autres domaines, elle est aussi, on va dire, elle embrasse un virage extrêmement important, dans la mesure où vous avez tous vu, entendu, ou vous avez été peut-être en contact ou utilisé des MOOC. Ben, les MOOC feront aujourd'hui que le gars qui est qui n'a pas accès à la connaissance, demain il l'aura. Et je vais vous dire, la semaine dernière, il y a un gars qui m'appelle, qui veut prendre un thé avec moi, et qui a un de ses partenaires, une start-up française, qui veut me voir autour d'une innovation pour qu'on puisse, nous, au sein de l'OSIM, organiser un événement ensemble pour justement présenter cette innovation. C'est quoi? C'est la première fois où j'entends parler d'une vidéo interactive. Une vidéo interactive. Aujourd'hui, vous rentrez sur YouTube, vous êtes sur une vidéo, vous êtes obligé de faire les 30 minutes, de 0 à 30. Si vous cherchez une information au milieu, vous ne pouvez pas. Si vous cherchez un mot au milieu, vous ne pouvez pas. Si vous cherchez une séquence au milieu, vous ne pouvez pas. Ben, le gars me fait une démonstration d'une vidéo interactive. Quand je dis interactive, elle est arborescente avec des sinon. Il s'arrête à un moment donné, il vous demande de rentrer vos informations. Il vous sort un formulaire sur la vidéo. Et je rentre, Mohamed Saad, la bourse de Casablanca, ceci, cela, je suis dans la technologie, tac, 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 tac. En fonction de ces informations qu'il va récupérer, il m'oriente justement sur le domaine que je veux explorer. S'il est en train de vendre je ne sais quoi, ben, il va m'orienter sur le module qui utilise son innovation au niveau du marché des capitaux, la bourse par exemple. Si on est sur la personne qui regarde la vidéo et je ne sais pas, et les médecins, ben, il va l'orienter sur l'application de son innovation en médecine, etc., etc. Donc c'était la première fois que je vois de la vidéo. Et donc, moi je voyais mes yeux s'écarquiller parce que je voyais bien l'utilisation dans le monde de l'éducation. Plus que dans la bourse, je voyais ça dans le monde de l'éducation. Est-ce que demain, l'apprenti pourra découvrir à tout moment, aller sur son cours, imaginez, aller sur son cours, faire un bilan au niveau de cette vidéo-là, en fonction des domaines sur lesquels il n'est pas bon, il sera orienté sur, je ne sais pas, un renforcement des compétences, etc., etc. Donc, je suis hyper confiant, mais je le dis en y croyant, mais profondément, que l'éducation, elle va profiter énormément de tout ce qu'on a vu comme innovation. Elle va profiter du digital, elle va profiter des attributs XO, elle va profiter des MOOC, hein, une big innovation. Et on le disait tout à l'heure dans le bureau du président, s'il y a peut-être des phases chez l'apprenant sur lesquelles il faudrait qu'on mette un big focus, c'est au niveau du primaire, au niveau de l'enseignement supérieur. C'est là où ça se passe. Vous lui donnez, vous lui travaillez son ADN et vous lui reprenez, vous lui donnez les bases bien sûr dans tout ce qui est enseignement, on va dire high school, et après vous le reprenez au niveau de l'hiver. Sachez qu'aujourd'hui, en Chine, on est en train de travailler sur une génération de surdoués qui ont un QI. Ils sont en train de forger une génération dans le primaire qui vont en faire des surdoués. Donc tout le monde naît surdoué. Et donc eux, ils vont encore renforcer à travers un apprentissage très, très pointu pour justement favoriser le développement du QI à plus de 120. Donc je reste très confiant de tout ce que l'enseignement et l'éducation peut tirer de tout ce qui est digital, de tout ce qui est attribut XO. En fait, je pense que vous posez un problème. Vous savez, des fois, on a la tête dans le guidon et on voit pas réellement ce qu'on est. Vous posez la problématique de la digitalisation, de la transformation digitale de l'éducation et de l'enseignement. Et encore une fois, là, on a parlé de MOOC, on a parlé d'outils, mais on n'a pas parlé de culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, en tant que chef d'entreprise, je reçois des jeunes qui ne sont absolument pas en adéquation avec ce que moi, j'attends de cette personne. Donc, je reprends tout à zéro.
La montée en compétence sur des métiers qui ne sont pas non plus très très pointus, la montée en compétence, c'est quand même 6 mois pour obtenir un junior et c'est 2 ans pour obtenir un senior. Ça veut dire que je lui refais en fait ses études, je lui refais son éducation pour finalement qu'il soit complètement opérationnel et autonome. Là où je veux en venir, c'est que, ok, ben, on va mettre en place des MOOC, on va mettre en place des technos, des choses comme ça, mais il y a une culture à acquérir. Aujourd'hui, l'université, excusez-moi de vous le dire, mais on a l'impression qu'elle est complètement déconnectée de la réalité entrepreneuriale. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'un jour, on ramène les chefs d'entreprise et qu'on leur dise, mais par exemple, on prenne un secteur, qu'on dit, toi, tu as besoin de quoi? Eh ben, moi, j'ai besoin de telle et telle qualification. Je n'ai plus besoin d'un diplôme. Euh, Mohamed parlait tout à l'heure de l'université singulière. Il y a une expérience qui se fait aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai des gens qui travaillent sur des métiers qui ne sont pas du tout la base de leur formation. La personne qui fait le motion design chez moi est un autodidacte. Il a fait génie électrique. Je reçois des tonnes de CV de gens qui font sciences-ex, enfin qui ont fait, pardon, en terminale sciences-ex, sciences-maths. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il fasse sciences-ex ou sciences-maths s'il ne va pas faire médecine derrière ou s'il ne va pas faire chercheur en mathématiques? Je reçois des gens qui ont fait management. Management, c'est très vague. Je ne parle pas de spécialisation, mais je parle juste d'être en adéquation avec les emplois réels, avec la réalité du terrain, tout simplement. Et donc ça suppose un changement de culture, de mentalité, où on n'est pas en train, les professeurs ne sont pas d'un côté, et les pédagogues d'un côté, en train d'imaginer des choses pour les élèves, mais où ça doit se faire main dans la main avec les employeurs. Avec des employeurs qui disent on a besoin concrètement de ça. Et les outils, les technos, vont bien sûr multiplier, exponentialiser cette approche et puis la diffuser au plus grand nombre. Donc je pense que le point aujourd'hui, c'est vraiment de se poser la question. Vous avez dit vous-même, on est dans du 19e, 20e siècle, alors que le monde est en changement, les métiers aussi sont en train de changer avec la digitalisation. Je pense que l'éducation doit repenser elle-même sa transformation digitale aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais en tant qu'homme de l'enseignement, je ne pouvais pas ne pas réagir à cette question, qui est une question qui est au cœur de nos réflexions en tant qu'enseignants. C'est-à-dire que l'éducation est touchée doublement. D'une part, parce qu'il faut la transformation digitale de l'enseignement, et d'autre part, parce qu'il faut l'enseignement pour la transformation digitale. Et c'est deux volets qui doivent aller vite et ensemble. Il faut transformer l'éducation, parce qu'aujourd'hui, quand on est dans le domaine effectivement, il y a les MOOC, on parle de blended learning, de classe inversée, on ne peut plus faire... Il faut savoir que le temps de concentration de l'être humain, il change. Il a changé. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas les téléphones portables et l'ubiquité d'Internet toute la journée, je pouvais prendre un élève, lui parler pendant 1 heure. Je suis sûr qu'il a capté 40 minutes de ce que j'ai dit. C'est suffisant. Aujourd'hui, sur 1 heure, il doit avoir 20 minutes de concentration, si ce n'est moins. Donc, parler 1 heure pour qu'il capte 20 minutes, je préfère parler 20 minutes pour qu'il capte 20 minutes. Je n'ai pas besoin de faire un cours de 2 heures si je suis sûr derrière qu'il y a 30 minutes qui sont captées. Donc ça, c'est la réflexion sur la forme. Maintenant, le fond doit suivre aussi. Mais il n'y a pas que l'éducation. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de la donnée. Est-ce qu'on a des capteurs de partout? Les montres capturent nos données humaines. Mais il n'y a aucun médecin qui est capable de vous dire, vous savez, votre smartwatch, vous me la donnez, je vais vous donner les médicaments ils sont à côté de la plaque. Ce n'est pas que l'éducation nationale, ce n'est pas que l'enseignement supérieur. C'est tous les métiers qui sont à côté de la plaque par rapport aux données, par rapport au monde dans lequel nous vivons. Je suis sûr que 20% des médecins qui existent aujourd'hui vont pouvoir, justement parce qu'eux, ils s'inscrivent dans cette mutation, mais les 80% autres, ils ne vont rien faire. Aujourd'hui, la médecine se transforme. On parle de médecine, je veux dire, préventive. Mais chez la médecine où je vais te guérir. D'ailleurs, en Chine, ils ont cette culture. Ils vont en fait, en Chine, un bon médecin, c'est un médecin qui ne reçoit pas beaucoup de malades. C'est culturel. Hein, parce qu'un médecin qui reçoit des malades, ça veut dire que c'est lui qui les a rendus malades. Parce qu'il les voit beaucoup plus tôt, il les voit même quand ils sont en bonne santé. Donc un très bon médecin, c'est un médecin qui n'a jamais de malade.
il leur donne tous les médicaments nécessaires, vous savez, les poils de dragon et je ne sais pas quoi d'autre, pour que les gars ne tombent jamais malades. Et un médecin qui a beaucoup de malades, enfin, une grande salle d'attente avec beaucoup de malades, c'est un mauvais médecin. Donc, c'est un changement de paradigme. Tout à l'heure, vous avez parlé d'intelligence artificielle et de concentration sur le très jeune âge et sur l'université. Je vais vous donner un exemple. En Indonésie, ils recrutent des bac plus 8, des PhD en psychologie cognitive et en tout ce que vous voulez pour aller accompagner des gens dans la crèche. Des gamins de 2, 3, 4 ans. Dans toutes les autres, enfin, je parle de l'Indonésie particulièrement. Dans toutes nos autres cultures, y compris en Europe, on va prendre un bac plus 2, bac plus 3 au mieux pour s'occuper des tout petits. Donc là où l'intelligence se développe, on met des gens très moyens. Et alors que pour développer les intelligences, il faut mettre des gens très intelligents. Il n'y a pas de miracle. Donc, si vous voulez réellement transformer, et je ne peux pas, vous avez parlé d'université, je ne peux pas venir à l'université, mettre une couche de transformation, de culture, et transformer les gens. Les gens, l'université, les gens vont à l'université 5 ans maximum sur leur vie. 5 ans sur quelqu'un qui vous arrive, qui a 30 ans, qui a 25 ans. On a beau transformer le gars, l'input est comme ça. Donc, effectivement, c'est une problématique très... Mais actuellement, il y a un ouvrage qui est très bon, qui a été écrit par un docteur en neurologie, c'est un médecin, qui a écrit La guerre des intelligences. Il s'appelle Laurent Alexandre. Moi, je trouve que parler d'intelligence artificielle quand on est médecin, c'est pas forcément... Mais il en parle très bien et c'est peut-être là qu'il en parle le mieux en ce moment. Le livre s'appelle La guerre des intelligences et il explique c'est quoi. D'ailleurs, l'exemple que j'ai cité des docteurs en neurosciences pour accompagner des enfants de 2 ans, c'est un exemple qu'il cite lui. Donc, je vous encourage à aller voir ce qui se passe dans ce domaine. Merci. Merci. Bon, je réplique sur ce qu'il a dit. Donc, tout d'abord, je remercie tous les intervenants donc, pour leur conférence qui était très instructive. Donc, je reviens sur cette question du rôle de l'université pour accompagner l'adaptation et la transformation digitale. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc notamment que surtout l'idée qu'il faut travailler au niveau du primaire et le supérieur. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, comme l'a dit Salah, on ne peut pas venir à l'université donc en 3-5 années, donc faire toute une transformation et dire qu'on aura un produit qui est fonctionnel, qui va être sur le marché, qui va répondre à toutes les demandes. Donc, c'est pas ça. Donc, la formation, c'est tout un chemin, c'est tout un cursus qui doit se travailler le long de la vie. Il y a aussi la formation tout le long de la vie à la fois. Donc, il y a tout ça donc dont il faut tenir compte. Donc cette question du rôle de l'éducation, de la formation, c'est une question très pertinente au niveau de tous les pays. Donc le Maroc, on souffre beaucoup. Donc on a vous savez, donc on avait une génération d'étudiants qui étaient arabisés, ou bien d'élèves qui étaient arabisés, qui arrivent au supérieur. Donc il faut travailler le côté langue, travailler plusieurs choses, et ça forme bien sûr un produit final qui n'est pas fonctionnel. Donc, il y a beaucoup de choses donc, qu'il faut revoir au niveau de la politique de l'enseignement. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est le rôle de l'université. Comme vous savez, maintenant, il y a des programmes qui se font, il y a des cursus de master ou de licence, donc sur 3 années. Et comme les choses changent exponentiellement, comme l'a dit Cissed, donc ça va très vite. Donc, lorsqu'on arrive à diplômer la première promotion, il y a déjà les métiers ont changé. Donc vraiment, il faut être là, il faut avoir une possibilité et une latitude de changer les cursus et le programme le long de la formation. Donc il faut avoir un système de veille, un système comment dirais-je, pour se concerter avec les opérateurs, avec les professionnels. Donc, et à mon avis, le meilleur moyen pour arriver à ceci, c'est la formation par alternance. Donc, la formation par alternance avec des partenaires, donc certainement, on va mettre en place donc, des lauréats qui sont fonctionnels, opérationnels sur le marché, et ça va vous permettre, madame, de réduire la période
pour avoir des juniors ou bien des seniors. C'est sûr, si vous optez pour cette formation-là, pour ce type de formation, de partenariat, donc c'est sûr que vous allez quand même gagner beaucoup de temps et avoir des lauréats qui sont fonctionnels dans votre entreprise. Et je vous remercie. Bonjour. Je voudrais vous remercier, bien sûr, l'université. Je suis très contente d'avoir pris cette journée pour être là aujourd'hui. Donc, on passe de l'enseignement à l'entreprise. Donc, c'est en tant qu'entreprise que je réagis. Si vous avez parlé aux jeunes d'innovation, vous comprenez que pour moi, un peu moins jeune, je suis plutôt impressionnée, sincèrement. Et peut-être, je dirais pas effrayée, je n'irai pas jusque-là. Mais quand même, je me pose des questions et j'aimerais bien donc profiter de cette matinée pour sortir avec un peu plus de savoir avec tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Donc, pour moi, tout ce que nous avons donc appris, donc le digital, sur l'industrie. Parce que moi, je suis dans l'industrie, donc nous fabriquons. Est-ce que quand même dans la fabrication, à part tout ce qui peut apporter comme dans le marketing, management, bien entendu, mais quand même dans la fabrication. Je ne vous cache pas qu'au début, quand je suis arrivée, au début des interventions, bon, pour moi, le progrès, c'est vrai, l'innovation pour les jeunes, mais je n'ai pas pensé que peut-être que même le robinet que nous fabriquons, peut-être qu'il ne va pas exister demain. C'est au milieu de la matinée que j'ai commencé à y réfléchir. Alors, ce qui m'attire, c'est que c'est le progrès. C'est-à-dire que l'être humain, il peut inventer. Peut-être que notre chambre à coucher va être... celui qui fabrique des matelas va dire non, moi je suis tranquille, on aura toujours besoin de matelas. Mais peut-être qu'un jeune va arriver, il va créer un matelas volant. On va passer la nuit pour se reposer mieux. Maintenant, donc, est-ce que j'ai bien compris, c'est la création, la créativité. On peut inventer tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, ça va marcher. J'ai apprécié que... Est-ce que j'ai bien compris donc, ou bien est-ce qu'il y a quand même certains industriels qui n'ont pas à avoir peur? C'est d'une part. Et d'autre part, donc, l'industrie et le climat. Moi, j'aimerais bien pour le climat, donc vous avez dit que vous allez surveiller, bien sûr, les tsunamis, tout ce qui peut arriver. Mais par exemple, est-ce qu'il y aura des drones qui vont amener la pluie? Une question. Et est-ce que ça peut aller jusque-là? Je vous remercie, mais en tous les cas, je vous félicite. J'étais très, très, très heureuse ce matin. Merci. Tabarakallah alaykoum. En fait, c'est juste quand vous avez dit est-ce que mon robinet va encore exister, j'allais vous dire oui, il va exister, sauf que vous n'allez plus le fabriquer de cette manière, vous allez l'imprimer en 3D. Et vous devriez vous y intéresser. Ou en 4D, voilà. Donc je pense que ça va être ça l'évolution de vos robinets. Le robinet ne va pas disparaître, mais vous allez le fabriquer différemment. Et puis pour répondre à la fin de votre question, je pense que certaines personnes ici ont lu Le Meilleur des mondes, qui a été écrit il y a une bonne trentaine d'années. On a lu aussi 1984 de George Orwell, et c'était de la science-fiction. Or, on y est aujourd'hui. Big Brother, c'est ce que décrivait tout à l'heure Si Mohamed. C'est on va savoir tout ce que vous faites, on le sait, ils le savent déjà. Hein. Google, sachez que Google, si vous écrivez à votre ami j'ai mangé une pizza ce midi, ils savent que vous aimez la pizza aux anchois, par exemple. Donc, au téléphone aussi. Tout à l'heure, mon voisin me montrait une info comme quoi on pouvait... Google reconnaît qu'avec la technologie Android, on arrive à vous localiser, où que vous soyez. Donc ça, ils le savent déjà. Mais quand on a lu ces bouquins, c'était de la science-fiction. Idem pour aller marcher sur la Lune. Jules Verne, au début du XXe siècle, avait dit on ira sur la Lune. On n'y allait pas. Donc des drones qui ramènent la pluie, ouais, pourquoi pas. Hein. Ce sera possible. Ah, il y aura des guerres. Ah, je suis convaincue qu'il y aura des guerres. Et des guerres méchantes. Hein. Comme celles qu'on voit dans les films actuellement. Donc voilà. Ouais, avec les imprimantes. On va imprimer les armes sur place en 4D. Moi, juste pour rebondir ce que vous avez dit, madame, je vous invite, tous ceux qui sont dans un secteur d'activité ou qui fabriquent quelque chose,
juste fermez vos yeux. Imaginez que ce quelque chose que vous fabriquez, s'il est doté de données, de data, qu'est-ce qu'il peut ramener comme information ou comme amélioration du produit pour l'utilisateur? Si vous me dites robinet, juste comme ça, de tête, je peux vous donner votre consommation, je peux vous dire si ça fuit ou pas, je peux vous donner la qualité de l'eau qui passe par ce robinet-là. On peut phosphorer pendant une journée, peut-être plus, sur un robinet doté de capteurs. On peut en sortir, pour réinventer le robinet de demain. Vos lunettes, je vous regarde, vous portez des lunettes comme moi. Imaginez que ces lunettes-là, s'ils sont dotées d'une capacité pour fournir de la data, de la donnée, qu'est-ce que ça peut améliorer? D'abord dans l'utilisation de vos lunettes, pour le fabricant, peut-être dans l'analyse de votre acuité visuelle, vous ne savez pas, elle s'est dégradée peut-être, ou elle s'est améliorée. Vous ne le savez pas, vous n'allez pas attendre une année pour aller chercher votre ophtalmologue pour refaire votre acuité visuelle. Et voilà, dans tout ce qu'on utilise, imaginons une fois que ce composant, cet équipement est doté de data, d'informations. Et c'est le monde qu'on va vivre demain, parce que c'est l'Internet of Everything, c'est ce que je disais. Et donc cet équipement, il sera connecté. Et s'il est connecté, il est connecté à votre médecin. S'il est connecté à votre médecin, il est connecté, je ne sais pas, à votre assurance, etc., etc. Et dans la recherche, et ceci, et cela. Et voilà. C'est sûr qu'il y a un dark side of the moon, comme disent les Pink Floyd. C'est sûr que demain, si vos lunettes ils sont connectées, si je peux les hacker, je peux vous faire du mal. Mais c'est le monde dans lequel on vit. Il y a toujours des cow-boys et des Indiens, et il y en a un qui chasse l'autre, et c'est un endless game. Je ne rebondirai pas sur le robinet, mais sur le matelas, parce que ça rebondit. Aujourd'hui, alors, je ne suis pas qu'informaticien de formation, je suis aussi quelqu'un de la productique et de la production. Et le mot-clé dans l'industrie 4.0, que les Allemands, parce qu'ils aiment bien numéroter les choses, ont dit ça c'est 3, ça c'est 4, ça sera comme ça. Ce qu'appellent les Allemands l'industrie 4.0, l'industrie connectée. C'est comment vendre du service au lieu de vendre du produit. Netflix, c'est un exemple flagrant. Au lieu de vendre des DVD, je te vends un abonnement mensuel pour regarder des films illimités. Imaginons qu'on veut vendre du matelas par abonnement et pas par... Je ne vends pas le matelas. Imaginons encore une fois que la différence entre un matelas médical et un matelas mou et un matelas je ne sais pas quoi, je ne suis pas expert du matelas, ne soit que logiciel. C'est-à-dire que c'est un matelas connecté, fait une partie intelligente qui gère... C'est comme les voitures. Je veux une voiture de sport, je passe un bouton, c'est une voiture de sport. J'arrête le bouton, c'est plus une voiture de sport. Si aujourd'hui j'ai envie de dormir sur un matelas rigide parce que j'ai un peu mal au dos, c'est une télécommande que je prends mais parce que ce matelas normalement coûte plus cher qu'un matelas normal, je paye à la minute ce que j'avais l'habitude d'acheter. Donc aujourd'hui l'industrie, quand elle arrive à trouver parce que c'est vraiment vous avez parlé de cyclone, mais c'est un cyclone d'idées, c'est-à-dire que quand tu arrives à transformer un objet qui était vendu robinet, matelas, je touche de l'argent une fois, je ne vais plus jamais revoir le client, à lui vendre un abonnement. Je vous donne un dernier exemple. Tesla, quand il y avait eu les ouragans aux États-Unis, avait débridé à distance les voitures pour qu'elles puissent aller plus vite, pour que les gens puissent s'enfuir plus rapidement des ouragans. Donc, je prends le même concept. Moi, cette idée, elle est géniale. Mais du coup, te vendre le service de la voiture. C'est-à-dire, j'ai envie d'aller à 250, ok, je vais à 250, mais ça va commencer à facturer rapidement chez Tesla. Parce que le premier jour où j'ai payé, j'ai juste payé une voiture qui peut rouler jusqu'à 180. Au-delà, c'est une autre voiture, c'est une voiture de course qui coûte autre chose, et du coup, je peux acheter de la voiture à la minute. Donc, quand vous entendez
service à la minute, ça ne s'applique pas qu'au téléphone, qu'à la télévision, qu'à la communication. On peut prendre tous les produits qu'on achète aujourd'hui et on les achète à la minute. J'ai envie d'un matelas qui soit comme ça, je paye à la minute. C'est comme dans les hôtels américains, quand on voit dans les films, on met de l'argent dans un petit mécanisme et ça commence à vibrer, ça fait un matelas vibrant. Ben, imaginons que ça soit fait, mais via Internet, pas via le mécanisme, le boîtier qui est juste à côté du lit. Donc, le shift, il faut transformer les objets avec de la connexion, avec de l'intelligence. Après, je suis sûr que vous allez, dans votre métier, imaginer des usages différents qui vont vous ouvrir des Bonjour à pistes. tous. Cheikh Mgzaï, 4e année architecture logicielle. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette agréable conférence où vous avez sûrement réussi à nous transférer tout un tas d'informations, des idées ainsi des éventuels défis proposés par et qui entourent effectivement la transformation digitale. Ça d'un côté. D'un autre, je me suis trouvé avec deux questions sur lesquelles je dois me pointer. La première, ça concerne la toute première partie présentée par M. Salah, où il a cité une sorte de destruction afin de mener à bien ou bien de réussir à faire une nouvelle innovation au niveau d'une entreprise ou d'une société. De ce fait, je me suis trouvé à me demander est-ce qu'il y a une sorte d'idée qui nous permet d'éviter la destruction, mais de pallier avec une autre méthode. J'ai eu une certaine réponse au niveau du deuxième chapitre, où c'est Madame Yasmina qui a mentionné une sorte d'un cursus digital qui fait de remédier à ce problème sans avoir besoin de le détruire, d'une totale destruction. Alors j'aimerais bien si vous pouvez détailler les démarches à suivre pour mener à bien une sorte d'un tel cursus au niveau d'une vraie entreprise. Ça d'un côté. D'un autre, j'aimerais bien questionner sur, dans la troisième partie sur le fait des flux, ou bien la baisse des moyens que monsieur nous a présentés. C'est tout un niveau, comment dire, une rabaisse de l'argent. C'est à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une sorte, ou bien une méthode aussi pour cela, qui va réussir à mettre en place la transformation digitale et qui va nous permettre de penser à rebondir ce flux au vrai cadre d'une certaine entreprise. Je ne sais pas, est-ce que j'étais trop clair de passer l'idée, mais... Concernant l'innovation et la destruction créatrice, quand on innove, on n'est pas méchant, on n'est pas gentil. On innove pour innover. Donc, il y a différents types d'innovation. Certaines sont beaucoup plus agressives. Certaines auront comme impact de changer le monde. Si on avait peur d'innover parce que ça va changer le monde, on n'aurait pas inventé de l'appareil photo numérique, on n'aurait pas inventé de téléphone mobile, on n'aurait pas inventé l'Internet. On n'aurait même pas inventé le feu. Hein, on serait resté tranquille parce qu'on a peur de cette destruction. Maintenant, quand on innove, on ne contrôle pas l'étendue du changement que ça va apporter. Donc, on innove parce qu'on veut innover, mais une très bonne innovation, les innovations de rupture, c'est ce qui change complètement le regard des consommateurs. C'est ça l'innovation de rupture. C'est quand, par exemple, à un moment donné, si vous vous souvenez ou vous vous souvenez peut-être pas, les disques durs que Toshiba fabriquait, que les autres constructeurs fabriquaient, étaient de plus en plus gros, parce que le problème, c'était un problème de taille. Et donc, ils ont commencé à avoir... ils étaient les gros disques durs d'époque, même externes, disques durs externes,
c'était la taille. Et donc, il fallait que le disque dur soit silencieux et qu'il ne soit pas trop lourd et qu'il soit pas... Donc, problème de gros disque dur. Jusqu'au jour où quelqu'un a dit, mais vous savez, votre gros disque dur, il y a le design dominant. C'est-à-dire que sur le marché, quand je vais acheter un disque dur, ils sont tous pareils. Et quand tu veux faire une innovation de rupture, il ne faut pas que tu crées la même chose que ce qu'il y a sur le marché, il faut que tu crées autre chose. Et donc, des constructeurs qui n'ont pas réussi à s'imposer... L'ultime, c'est la destruction. C'est-à-dire que quand tu crées un produit qui est tellement en rupture avec ce qu'il y a sur le marché, les utilisateurs disent moi je veux plus des anciens. Je me détourne des anciens pour aller... Ça détruit les autres. Parce que les autres, ça fait 20 ans qu'ils ont construit des usines pour faire avec le produit. Tu leur as changé le produit n'est plus le même. Ils sont perdus. Les caméras digitales d'aujourd'hui, elles ont cassé des entreprises qui faisaient de la caméra pas digitale. Donc, je dirais que c'est un impact, comme tous les autres impacts. Une innovation de rupture qui marche, forcément, elle va détruire des choses. Donc, avoir peur de la destruction, ne pas vouloir faire de mal, etc., ça, c'est le monde des bisounours. On est dans un monde de 1 milliard de dollars en 8 mois. C'est le capitalisme qui va... Si toi, tu es gentil, il va venir quelqu'un d'autre qui n'est pas si gentil que toi, et il va te détruire pour construire de son côté. Donc, En fait, le curseur digital, ça concernait essentiellement l'organisation. L'organisation, le fonctionnement de l'entreprise quand elle est en cours de transformation digitale. Donc même dans ce processus, on va détruire certaines choses pour mieux reconstruire. On va détruire par exemple des postes. Un poste qui ne sert plus à rien. Ça ne veut pas dire qu'on va détruire la personne au sein de l'entreprise. C'est vrai que des fois, des postes pourront être supprimés. Ce qu'il faut, c'est pour ça qu'on parle de former et de préparer cette transformation digitale. C'est juste que cette personne, au lieu de faire ce qu'elle avait l'habitude de faire, elle va faire différemment, elle va changer, tout simplement. Donc, quand on parle de destruction créatrice, c'est-à-dire on est obligé de passer d'un système qui est devenu obsolète à un système différent, nouveau, complètement nouveau. Donc là, on va dans le cas extrême de ce dont parle Salah, c'est-à-dire on abandonne complètement un système et on va en imaginer un autre. Ça reste à peu près la même chose, mais comme je vous dis, le mot peut-être destruction, il faut le prendre à un autre degré. C'est pas on casse tout et on détruit tout, dans le sens c'est le néant. Non, ça va laisser la place à quelque chose de nouveau. Donc il ne faut pas avoir peur de cette destruction. Et c'est vrai que c'est un oxymore de dire destruction créatrice, mais c'est la réalité en fait. Et comme dit Salah, effectivement, il ne faut pas avoir peur d'abandonner d'anciens systèmes pour en créer de nouveaux ou pour les transformer en de nouvelles choses. Voilà. Aujourd'hui, c'est quelque chose, vous l'avez vu aussi sur la loi de Ray Kurzweil, donc c'est quelque chose qui date de plus de 110 ans et ça va continuer. Et donc la baisse des coûts, c'est un barcum Sud au profit du consommateur. Et donc justement, c'est ce qui fait qu'il y a prolifération des capteurs, des IoT, des caméras intelligentes, smart face, etc., etc., les imprimantes 3D, 4D, les machines supercalculateurs, etc., etc. Donc c'est ce qui fait que... Et donc, bien sûr, le bonheur, ça fait le bonheur des pays, on va dire... en course vers l'acquisition de ces nouvelles technologies. C'est pour ça que on voyait qu'hier, par exemple, le Ghana s'est doté de la blockchain, de la technologie blockchain pour automatiser donc, le stockage des titres fonciers au niveau de son cadastre et de sa conservation foncière. Donc c'est tout bénéf pour des pays comme le Maroc ou des pays africains ou asiatiques qui ne sont pas les États-Unis, qui ne sont pas à plusieurs dizaines de milliers de milliards de dollars en PIB et qui peuvent accéder à la technologie à un coût moindre ou à un coût intéressant. Ma question ou mon intervention sera sur un peu, lorsque je vois le jeune qui apporte une idée de projet,
entreprise exponentielle ou start-up innovante d'une façon ou une autre, quand même, il a besoin d'un écosystème. L'entrepreneuriat innovant, c'est un mindset. Donc déjà, comme vous avez dit, ça commence depuis l'enfance. Les entreprises exponentielles qu'on voit maintenant se sont développées dans des environnements où on a l'entrepreneuriat, ça commence pour eux depuis l'enfance, depuis le primaire. Aux États-Unis, par exemple, depuis le primaire, il y a des cours ou des activités qui encouragent l'entrepreneuriat, la créativité. Malheureusement, je parle personnellement, lorsqu'on était petit, on avait Nashat l'ennemi, on faisait des choses créatives, on créait des choses. Maintenant, le système que je vois dans le primaire actuellement, il n'y a aucune activité, presque aucune, où ils peuvent travailler la partie au cerveau qui va créer un peu de créativité, où on va la développer de plus en plus. Ça, c'est pour l'enfance. Après, lorsque la personne grandit, il est dans les études supérieures ou après, et il a une idée de projet, il a besoin d'un écosystème. Un écosystème, par exemple, des early adapters qui vont utiliser son innovation digitale ou autre, des business angels, ou seulement des organismes ou des systèmes où il peut travailler la partie exécution de son idée. L'idée, toujours, elle est intéressante, mais l'exécution, c'est ce qui fait la différence dans une entreprise à une autre. Ma question, c'est comment pouvons-nous, sachant qu'on a dans la salle ici des universitaires, des entrepreneurs, des boursiers, comment pouvons-nous développer cet écosystème pour pouvoir permettre à ces entreprises exponentielles qui se développent de se développer plus rapidement et après passer à école, entreprise. Et à partir de là, on est parti dans les écoles les plus éloignées, primaires, et on a instauré avec ces écoles une approche projet. C'est-à-dire qu'une école, un projet qui permet, et le projet doit être pérenne. C'est-à-dire un écosystème autour de l'école qui permet la création et le développement du projet, et les bénéfices reviennent en tant que système. Je parle de ce qui a été dit, la volonté. S'il n'y avait pas une volonté d'un ministre et d'un autre ministre, et puis des autres qui vont suivre, on ne pourrait pas expérimenter le modèle dans des écoles. Et au niveau de l'école, il faut qu'il y ait une volonté. Et la volonté, on ne va pas la trouver le directeur seul ou tous les enseignants. Il faut choisir quel est le meilleur enseignant au niveau de l'école qui est motivé par le développement entrepreneurial chez les jeunes. Et tester avec les jeunes qui ont la capacité et qui ont la volonté d'évoluer au niveau de l'école. Les projets qui sont sortis, je prends un film qui s'appelle Wa Tushraq al-Hayat, 2500 dirhams en termes de budget pour le montage de projet, des prix un peu partout. Il raconte l'histoire d'une fille qui habite les bidonvilles. Donc je reviens par rapport, s'il y a une volonté, la volonté, ça doit venir de partout. Et surtout, quand on a fait la capitalisation de ces produits, nous avons rencontré le ministre et les secrétaires généraux pour dire, aujourd'hui, nous, en tant que bénévoles, on a fait un travail dans plusieurs écoles, dans plusieurs villes. Maintenant, c'est à vous de développer ce projet que personne n'a voulu prendre la responsabilité pour le faire. C'est une réponse aussi par rapport à comment ramener le digital au niveau de l'université. Ramener le digital au niveau de l'université, nous sommes dans la phase de sensibilisation. Après la phase de sensibilisation, il faut identifier tout l'ensemble des parties prenantes, et puis il doit y avoir de l'engagement de chacun dans son secteur pour pouvoir y aller dans l'innovation au niveau de l'école. Oui, il faut penser à des choses physiques, mais surtout bénéficier de digital pour faire bénéficier des gens qui ne sont pas à l'école, aussi pour pouvoir mesurer les gens qui font des écoles en termes d'innovation et les gens qui n'ont pas fait d'école et qui peuvent être initiés à l'entrepreneuriat à distance via tous les outils technologiques qui peuvent exister. Voilà, merci Saad, si tu...
juste une citation de quelqu'un. Une citation de quelqu'un qui m'avait, qui, dans un débat, avait lancé une phrase. Bon, moi, en tant qu'universitaire dans une université, j'ai pas trop le droit de dire des choses comme ça, mais c'est pour ça que je dis que c'est une citation et c'est pas de moi. Il disait, si vous sentez que vous pouvez innover, et que vous pouvez y aller, quittez l'école le plus tôt possible. donc, et plein de gens le disent. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui ont réussi n'ont pas beaucoup de diplômes. Et Bill Gates disait, avec moi à l'université, il y avait quelqu'un qui avait de très bons résultats et qui, maintenant, il travaille il avait de meilleurs résultats que moi. Maintenant, il travaille dans la meilleure entreprise du monde, mais c'est moi le PDG. Bonjour tout le monde. Je remercie encore les trois intervenants pour les trois excellents exposés. Et franchement, je commence à réfléchir comment innover mes méthodologies de recherche, mes méthodes d'enseignement, que je participe à bien réussir mon changement digital. Alors, ma question, est-ce qu'il y a, c'est pour les trois intervenants, vu qu'il y avait beaucoup de points complémentaires, et surtout pour les deux piliers, je pense, c'est les deux mythes de M. Salah et les variables qualitatives de M. Saad. Alors, est-ce qu'il y a d'autres ingrédients et d'autres conditions nécessaires pour réussir le changement digital? Donc, je prends à titre d'exemple le contrôle, la sécurité. Par exemple, les entreprises qui veulent instaurer des logiciels de la gestion intégrée. Alors, ils ne sont pas motivés, tout simplement parce qu'ils ne présentent pas plus de sécurité, plus de contrôle, et ils ne sont pas confiants de la réussite ou d'avoir de bons résultats par rapport à la situation initiale. En même temps, ils ne sont pas motivés parce que le coût il est élevé. Parce que tout simplement, au Maroc, on a juste des entreprises monopoles qui vendent des produits de logiciels intégrés, alors qu'en France, il y a des logiciels de gestion intégrée open source. Bon, après, pour réussir ce changement, puisque vous avez parlé des attentes des clients, à chaque fois, parmi les conditions pour innover, il faut choisir les attentes des clients. Et on sait qu'un client ou un consommateur, il a des besoins qui sont illimités. Et des besoins, parfois, il faut les stopper. Et même, il faut les contrôler. Alors que les entreprises, ils suivent cette tendance, juste pour qu'ils puissent réaliser de la rentabilité. Ils présentent des produits qui, à long terme, donc ils auront des conséquences négatives sur le comportement du consommateur. Surtout des produits qui sont destinés à des catégories de tranches d'âge différentes. Et pour réussir, donc j'ai pris à titre d'exemple, est-ce que le contrôle il va réussir le changement en digital, même la sécurité, et quelles sont les instances qui vont se charger d'instaurer ce contrôle et de ce climat de confiance. Et après, pour l'adaptation, et je reviens à l'idée qui est exposée par M. Larosse et même M. Rachdi, et même et lorsque vous avez parlé des MOOC, pour moi, personnellement, les MOOC, ils sont complémentaires. Mais pour réussir le changement et cette transition de l'ancien, de la tradition vers le digital, il faut commencer à partir du primaire. Alors, il faut instaurer de nouveaux programmes où on va trouver la touche du digital. Alors, ceux qui sont responsables de changement, donc on a beaucoup d'instances, mais nous, en tant que parents, en tant que citoyens, en tant qu'intervenants, en tant que professeurs, on pourra faire la pression sur les organes et sur les instances de tutelle. Alors, pour résumer, donc, est-ce que le contrôle, la sécurité, ce qu'il faut prendre en considération pour réussir le changement digital? Et merci. Bonjour, Mohamed Amin Fadli, je suis consultant en cybersécurité et sécurité de l'information. Donc, je crois que lorsque vous avez parlé de la sécurité, c'est la partie sécurité de l'information pour vraiment avoir vraiment une
une transformation vraiment maîtrisée. Parce que généralement, dans tout process, donc il faut toujours équilibrer entre assurance et fonctionnalité. Donc si on augmente le niveau d'assurance, on va vraiment diminuer les fonctionnalités. Et si on augmente les fonctionnalités, on va diminuer l'assurance. Donc il faut déjà trouver le juste équilibre. Et après, lorsqu'on va faire cette transformation, c'est déjà vraiment, il faut anticiper les risques de cette transformation. Pour anticiper ces risques, c'est déjà, il faut vraiment identifier qu'est-ce qu'on va transformer, par quel traitement, quelles sont les informations qu'on va utiliser, quels sont les inputs et qu'est-ce qu'on va avoir comme output. Et ces inputs, donc déjà, il faut faire une petite appréciation des risques quand on parle de sécurité. Donc, il ne faut pas oublier les 4 piliers. On parle de la confidentialité, on parle de la disponibilité, on parle de l'intégrité et on parle de la traçabilité. Et quand on va parler de faire un traitement d'une information, il faut vraiment identifier quels sont les types de contrôles qu'on va vraiment appliquer en matière de confidentialité. Par exemple, le digital a commencé, donc vous pouvez me corriger à travers la GED, la gestion électronique des documents, surtout dans le secteur des assurances. Donc généralement, on va vraiment aller vers la politique zéro papier, c'est-à-dire des données qui sont physiques, qu'on va les scanner. On ne va pas seulement les scanner, on va les intégrer dans un système d'information et on va donner accès aux utilisateurs, aux opérateurs de l'assurance, et même peut-être qu'on va ouvrir notre système d'information à nos clients et à nos courtiers, agents et autres. Donc voilà, ça c'est on va donner un petit exemple. Donc ces données, comment elles vont être stockées et qui va accéder à ces données-là et quelles sont les menaces internes et externes et quels sont les enjeux déjà de la compagnie d'assurance. Par exemple, on a les enjeux réglementaires, on a la loi 0908, la protection des données personnelles, on a d'autres types de réglementations locales et même internationales qui vont être appliquées, notamment le GPDR qui va être bientôt appliqué aussi au Maroc. Donc il faut prendre en considération tous ces enjeux, les enjeux stratégiques, les enjeux métiers, les enjeux réglementaires, et puis pour qu'on puisse vraiment avoir vraiment une transformation sécurisée. Par exemple, on va ouvrir un portail web, les données qui vont être accessibles par tout le monde, on va agir par exemple côté informatique, c'est la partie gestion des habilitations, les accès, le cryptage des données, la sécurisation du site, des menaces internes, des menaces externes, les hackers, quelqu'un qui va vraiment attaquer un site qu'on a ouvert à un agent, à un courtier, ou même au niveau d'une application mobile et qui va comporter et qui va contenir des données personnelles, des données critiques des clients. Notamment, on a eu la dernière attaque qui a été vraiment c'est d'Uber. On a volé des millions de données personnelles, des adresses. Donc imaginez que ces données personnelles vont être accessibles à un hacker ou à une cellule cyberterroriste et qui va attaquer ces données, et même elle va trouver l'une des personnes vraiment stratégiques qu'ils veulent cibler pour vraiment éliminer ou même faire autre chose. C'est vraiment c'est un tout. Donc c'est vrai, digitaliser, c'est bien pour vraiment optimiser nos process et nos traitements actuels en matière de rapidité, d'efficacité et d'autres, c'est-à-dire en matière de gain d'argent et de réduction des coûts et des TCO et autres. Mais il faut voir côté risque. Si on veut vraiment digitaliser et faire quelque chose, il faut vraiment prendre en considération tous ces risques-là. Et il faut, pour vraiment, je vais vous donner seulement un petit point de départ, cibler l'information. Où va être stocké et qui va accéder à l'information et quelles sont les mesures nécessaires, que ce soit. Elles ne sont pas seulement des mesures techniques, ce sont des mesures aussi stratégiques, organisationnelles, procédurales, process, avant qu'elles soient vraiment installées, une solution qui va crypter les données ou même sécuriser un site web. Mais il faut déjà avoir un appui, un sponsoring du top management pour vraiment mettre en place les politiques, les processus, les procédures, la sensibilisation qui est très importante
Sinon, toutes les mesures techniques qu'on va mettre en place, elle va être vraiment, elle va être pas efficace si jamais on n'a pas vraiment un dispositif organisationnel vraiment efficace au sein des entreprises. Je ne sais pas, est-ce que j'ai pu répondre un peu à votre information? Moi, j'aime pas classer les pays par catégorie. Effectivement, fut un temps, c'était facile de dire il y a les pays du tiers-monde et il y a les autres. C'était plus simple de classer. Mais effectivement, comme a dit Yasmina, la mondialisation fait que tout le monde a accès aux mêmes ressources. S'il n'y a pas le RP open source au Maroc, téléchargez-le. Il est le problème. Je prends un exemple africain. Parce qu'on parle souvent de l'innovation d'ailleurs, etc. Mais moi, j'ai pas envie. Le Rwanda, vous connaissez? Voilà. Le Rwanda, c'est le premier pays au monde à livrer du sang par drone. Parce qu'ils se sont mis dans la tête que pour livrer du pays entre hôpitaux et centres de transfusion sanguine, il faut construire des routes et que les routes passent par les forêts. Et du coup, il faut des ponts. Et on oublie. Rupture, on passe par le ciel. Comment passer par le ciel? Il y a des drones, 1 mètre de diamètre, qui peuvent livrer une pochette de sang en 20 minutes, alors que par route, il faut 6 heures. On a détourné le problème et on a trouvé une solution. Et le Rwanda, c'est pas les États-Unis, c'est pas... Et ça, tout le monde le sait. Maintenant, dire les méthodes que nous utilisons, elles sont archaïques, c'est le terme que vous avez utilisé par rapport à ailleurs. Aujourd'hui, tout le monde utilise les mêmes méthodes archaïques par rapport au domaine du possible. Ce qu'il faut, moi je dis, il faut que l'être humain garde l'envie d'apprendre à apprendre. À partir du moment que j'ai envie d'apprendre à apprendre, les paradigmes peuvent changer, les technologies peuvent changer, je vais m'adapter. C'est une histoire d'adaptation. Quand on parle de MOOC, moi les MOOC, je les fais faire à mes étudiants, je les pratique, quand je trouve rien à faire, je navigue un peu sur ce qui existe sur le web et je dis bah tiens, ça c'est bien. Même sur des disciplines que je connais, mais c'est toujours bien de se rafraîchir. Là où c'est bien ces nouvelles technologies, c'est que ça change de format. Et comment on change de format, on apprend plus vite. Les enfants, ils apprennent plus vite sur YouTube qu'en salle de classe. Moi aussi. Donc, changer de format, ça ne fait de mal à personne. Maintenant, il ne faut pas attendre que le ministère me dise si Salah Baïna, vous avez le droit de passer ce MOOC dans votre cours. J'en ai rien à faire, moi, de cette autorisation qui, de toute façon, personne ne va vous la donner. La procédure n'existe pas. Mais moi, ça m'arrive de dire à tous mes étudiants, ramenez-moi le certificat Flani que vous avez passé à le MOOC Coursera ou la MIT ou l'université d'Australie et je vous mets 4 points de plus sur l'examen. Qui va me l'enlever, ça? Personne. Et on est libre. Chaque enseignant dans sa salle de classe, chaque président d'université, puisqu'il est avec nous, a une certaine liberté de dire ça c'est projet, ça c'est pas projet, ça c'est MOOC, ça c'est online, ça c'est offline. On a une certaine liberté. Et cette liberté, c'est en jouant sur cette liberté, en attendant les lois et les ministres qui soient d'accord et qui comprennent le challenge. Alors, ils n'ont même pas compris le challenge. Il a dit le ministre, c'est 20-30 ans, on est en retard. Donc, prenons le train tant qu'il est en route, et voilà, et voyons ce que ça fait. Maintenant, je ne dis pas qu'on détient, je suis PhD, mais je ne détiens rien du tout. On détient des solutions. Mais l'expérimentation est très bien. Tester, et puis il faut faire des expérimentations qui échouent rapidement. Parce que derrière, je peux en relancer une autre qui échoue rapidement, mais un jour ou l'autre, il y en a une qui va prendre. Donc, tester
Et si ça échoue, c'est pas grave. Et puis si les MOOC, c'est pas bon, c'est pas grave. Et on prendra autre chose, etc. Apprendre à apprendre, moi, j'adore ça. Ça se passe par les... L'apprentissage ne passe pas que par l'université. Ben là, pour apprendre, c'est l'université. Le reste du temps, on fait rien. Apprendre à apprendre. Tout à l'heure, on a parlé de formation continue ou en alternance, etc. Mais aujourd'hui, il y a des gens de 70 ans qui se mettent à apprendre à utiliser un téléphone que à leur époque, quand ils avaient... le cycle de l'apprentissage. Tout à l'heure, la dame de l'industrie a dit que j'avais peur. Toutes les technologies qui apparaissent après 40 ans vous font peur. Ceux qui apparaissent avant 40 ans, vous êtes éblouis. Donc les étudiants qui étaient là, très nombreux ce matin, tout ça, c'était un waouh. Et puis, il y a une certaine catégorie de l'audience, tout ça, je réfléchirais à 2 fois avant d'acheter un... Je vais vous donner un exemple. Même pour ces histoires de sécurité. Dans les années 2000, alors, les cartes bancaires, ça a démarré. Peut-être au Maroc, ça n'existait même pas encore. Mais en France, il y avait un débat. Est-ce que j'utilise la carte bancaire pour acheter parce que la banque, elle va être au courant de ce que je vais faire? Il y avait des gens qui ne payaient jamais par carte bancaire, qui retiraient de l'argent du guichet pour aller payer au magasin d'à côté. Et aujourd'hui, les mentalités ont tellement changé qu'on n'en a rien à faire de ce qu'ils savent sur nous. De toute façon, ils savent tout. Donc, laissons couler. Et après, et aujourd'hui, d'une certaine tranche d'âge, on dit vie privée, vie publique, RGPD, Plati, je ne sais pas. La génération qui nous suit, elle n'en a rien à faire, encore une fois. Elle ouvre Facebook, elle met toute sa vie dans Facebook. Et qu'est-ce qui va se passer alors? Et quand on sait qu'on nous écoute, on fait attention. Et des gens, ils nous écoutent comme les autres. Tout le monde nous écoute. C'est ça aussi l'ouverture. Tout le monde n'a pas cette culture. Les mentalités vont tellement changer que ça ne posera plus de problème à personne de dire tout le monde nous... Big Brother, c'est partout, on nous écoute, on sait ce qu'on fait. Puis, et alors? Oui, juste une anecdote sur cette histoire de vie privée, vie publique. Ils ont fait une expérience aux États-Unis. Ils ont pris comme ça la génération Y et Z et ils leur ont proposé de remplir un certain formulaire et de vendre leurs informations. Nom, prénom, téléphone, Smith, Bok, Mokshnuket, Dir, Nananini, Nono. Et en contrepartie, un cookie à la cannelle. 90% des jeunes ont signé. Contre un cookie à la cannelle, ils ont vendu leurs informations. Rien à faire. Juste dans la même lignée de réflexion de Salah, en fait, l'illettré du 3e millénaire, ce n'est pas celui qui n'est ni lire ni écrire, mais celui qui ne sait pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Tel est, à mon sens, l'illettré du 3e millénaire. Je vous remercie. Une toute dernière question. Et la toute dernière, c'est dans le 7. Merci. Ça ne sera pas en fait une question, c'est juste une précision. Je rebondis sur la question du professeur Fouad sur le problème de la sécurité et surtout du point de vue éthique. Monsieur nous a répondu tout à l'heure, merci, c'était intéressant. Mais il reste une petite question, et surtout par rapport à l'exposé de monsieur Saad, c'est-à-dire l'évolution exponentielle, les entreprises exponentielles, les idées exponentielles. Est-ce qu'il y a quand même, on a le droit d'avoir un petit peu peur quand même, est-ce qu'il n'y a pas quand même un danger de voir l'ambition, l'intérêt pour ça devenir de l'opportunisme et de créer des situations de monopole ou des situations de chantage carrément. Aujourd'hui, j'utilise Google, je suis drogué à Google. Demain, peut-être qu'ils me feront payer mot par mot. Chaque fois que je tape un mot, ils me feront payer 1 centime ou 2 centimes. Est-ce que c'est quand même pas dangereux? Est-ce que c'est pas un danger possible de voir des entreprises exponentielles comme ça exploser? Vous avez dit tout à l'heure, en 8 mois, $1 milliard et être tenté quoi, par devenir les maîtres du monde, hein, pour reprendre les métaphores des films. Le méchant maître du monde qui veut contrôler un domaine ou un secteur en entier de manière totale. Voilà, merci. On peut débattre sur la question en long et en large sur ces entreprises demain qui vont devenir le maître du monde parce qu'ils savent tout sur nous. Hein, je parlais des satellites les nanosatellites stratosphériques, etc. etc. J'ai deux exemples très 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 vite. Avant-hier, on a découvert, une big information qui est déjà sortie, on a découvert sur les microprocesseurs Intel un nano-microprocesseur. Qui sert à quoi? L'AOLM.
C'est un backdoor sur le microprocess. Aujourd'hui, tout le monde utilise des routeurs Cisco. Hein, Cisco connecte le monde entier. Où est-ce qu'on en sait nos informations? Où est-ce qu'ils partent? Ils sont sur routeur Cisco et le routeur peut orienter vos informations là où il veut. Je crois qu'on est dans une... voilà, donc nous, peut-être, comme le disait Salah, génération peut-être X+, Y-, on est très soucieux par rapport à ça. La génération cookie à la cannelle, so what? Vous dites c'est l'histoire de maître du monde, mais aujourd'hui les GAFA sont les maîtres du monde. Quand les présidents américains sont élus, le premier dîner, c'est avec les patrons des GAFA. C'est avec Larry Page, c'est avec Mark Zuckerberg. Voilà. Donc c'est pas avec d'autres chefs d'État. Ils sont déjà les maîtres du monde. Bien, je crois qu'on pourrait attribuer la toute dernière question parce qu'on a un petit peu débordé, mais quand même, vous avez le micro? Oui, allez, bon. je vous en prie. Oui, bonjour. Je tiens d'abord à remercier les intervenants pour la qualité de leur intervention. C'est M. Doumbia Youssouf, l'ex-étudiant ici à l'Université privée de Fès. L'année passée, j'ai fini mes études. En fait, j'ai une question et aussi quelques propositions concernant l'écosystème. M. Saad, lors de son intervention, il a parlé des flops, le nombre d'opérations d'un processeur et le nombre d'opérations à virgule flottante par seconde. Et aussi, on sait que dans un microprocesseur, nous avons la cadence fréquence, c'est-à-dire le nombre d'exécutions par seconde. Je voulais savoir la relation entre les deux. Et aussi, en parlant de l'écosystème, c'est une réflexion que j'ai eu à faire plein de fois. Je pense que l'innovation dépend aussi, c'est une question des pays, bon, c'est-à-dire du domaine. Je ne me souviens pas trop du nom, l'autre monsieur qui a au milieu, il a parlé, c'est possible de télécharger, de se mettre en actualité via la mondialisation. Mais je pense, moi j'ai fait le système embarqué, je pense que l'avancement de la technologie dans le domaine embarqué, ça dépend du pays en question. Prenons l'exemple, certains composants, tu vois des vidéos sur YouTube, tu as envie de réaliser des projets, tu n'y trouves pas les composants. Un autre exemple, au Maroc, il n'y a qu'une seule entreprise actuellement à Casa qui fabrique les PCB. PCB à la norme professionnelle. Du coup, ce que je vais dire, et aussi, je pense qu'il y a aussi une méthode de motiver les étudiants à innover. Par exemple, lors des études d'ingénierie, je vois que le PFE, la majorité des étudiants, c'est la suivi. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont au stage, j'ai suivi, pas pour critiquer certains des collègues, lors de la soutenance, ici ou ailleurs, je ne parle pas seulement de l'Université privée de Fès, les étudiants viennent présenter le rapport des stages. Quand je dis au prof, quant à moi, un ingénieur, dès le début, il a un objectif, c'est d'innover. Pas pour aller travailler chez quelqu'un ou faire la suivi. Et en parlant aussi des questions des pays innovés, des pays qui sont, comment dirais-je, plus avancés, nous avons ici au Maroc, par exemple, c'est un pays, moi je suis du Mali, c'est un pays quand même très avancé par rapport à mon pays. Mais je prends l'exemple ici. Lorsque je vis sur le marché, les entreprises qui viennent s'installer ici, les sièges, les entreprises aéronautiques et tout, les professeurs m'ont dit, le travail d'un ingénieur, c'est toujours la suivi. Par exemple, quelqu'un qui a fait le système embarqué, il a amené à programmer un microcontrôleur ou un processeur. On voit que le programme est déjà effectué en Amérique ou en Espagne ou en France. L'ingénieur qui est ici, il est juste là pour corriger les programmes. Du coup, vu l'OSIM aussi, vu que vous êtes dans le domaine, j'aimerais, est-ce qu'il y a possibilité de faire conseil, c'est-à-dire de faire confiance aux ingénieurs qui sont ici, qui n'ont pas eu la possibilité d'aller ailleurs et qui les permettent d'innover et d'amener leurs idées. Merci. Donc, on a laissé le meilleur pour la fin. Et donc, merci pour les questions, les interpellations qui sont très pertinentes. Non, en fait, on l'a fait avec un très raccourci quand on a parlé du gigaflops. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que dans un composant, et donc vous avez fait de l'électronique, vous savez très très bien que dans une unité centrale, il y a plusieurs composants qui vont interagir entre eux pour vous donner la bonne
capacité d'exécution. Parce que si vous avez une superbe carte mère dotée de je ne sais combien de gigaflops, forcément, il va falloir que vous ayez le bon coprocesseur, que ce soit mémoire, que ce soit d'entrée-sortie, que ce soit disque, que ce soit d'utilisation de la mémoire, etc., etc. Et donc, chacun a sa capacité, en fait, en vitesse d'exécution. Et donc, tous ces composants-là vont interagir et ça va vous donner la résultante donc, de tout le composant en entier intégré qui a à faire valoir en termes de gigaflops. L'autre question par rapport donc justement à l'innovation, au sein de l'OSIM, nous militons justement pour donner, on va dire, la primauté aux fruits locaux, on va dire, parce qu'on les connaît bien et mieux. Un des projets que nous entamons après-demain, donc samedi, c'est InnovIT, qui est une compétition inter-école d'ingénieurs et universités à laquelle participe l'UPF. Et donc comme ça, on a invité 34 établissements, donc entre écoles d'ingénieurs, universités, écoles privées, etc., à venir innover autour de la technologie. Et donc, justement, innover dans l'intelligence artificielle, dans la blockchain, dans les IoT, etc., etc. Et donc, ça, comme ça, on va dire, c'est une tribune qui permet de rapprocher et nous, on va dire, le monde du public et du privé, et vous qui avez, en fait, l'innovation en tête, le temps pour phosphorer, innover et travailler sur les solutions, et les profs encadrants aussi qui vont encadrer et coacher. Et donc sur 4-5 mois, donc entre le 25 novembre et le 17 mars, la compétition, elle est là donc justement pour permettre aux équipes d'innover autour de la technologie. Donc bien évidemment, l'innovation elle est fortement, on va dire, médiatisée et communiquée dans le marché pour justement vendre le produit local. Et donc quand on dit produit local, donc oui, vous donc et tous les lauréats des pays frères au Maroc et donc dans notre continent, donc plus tard, on va même ouvrir, c'est une réflexion d'ouvrir la compétition pour les pays frères et donc pour les universités, écoles d'ingénieurs dans la région, pour justement venir, voilà, on va dire, s'exprimer sur une plateforme d'innovation. Je vais juste rebondir sur la remarque que vous avez dite. Ici, ou dans certains pays, nous n'avons pas accès à la technologie. Vous savez, il y a beaucoup d'experts aujourd'hui qui disent que le futur de l'innovation, il est ici. Enfin, quand je dis ici, il est en Afrique. Je vous explique. J'ai perdu le nom d'un gamin, perdu le nom et perdu le pays, mais je connais l'histoire. Je crois que c'est un Somalien ou un truc comme ça, mais je retrouverai. Féru d'embarquer d'électronique, mais pas de moyens. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère dans des déchetteries du matériel. Et avec ce matériel, ses composants caducs, obsolètes, etc., il refabrique des transistors, des microprocesseurs low cost. Et ce gars-là, il s'est fait inviter, il a 16 ans, il s'est fait inviter au MIT aux États-Unis parce que ils n'arrivaient pas à comprendre, parce que ça leur posait problème. Effectivement, eux, ils sont dans l'abondance. Tu veux un microprocesseur, tu ouvres le tiroir, tu en as 1000. Tu veux une composante, si tu n'en as pas, tu la commandes, dans l'après-midi, tu vas l'avoir. Encore que, pour ta remarque, tout le monde achète en Chine. Donc, si ça ne se télécharge pas, tu vas sur Alibaba, carte bancaire en main, tu achètes ce que tu veux. Il y a pas de... et en fait, l'avenir de l'innovation, c'est de l'innovation frugale, faire plus avec moins, pas de moyens, limiter les moyens, parce qu'on vit sur une planète qui a une production limitée et qui ne suffit plus à vivre les rêves américains, l'abondance matérielle dans la maquinage. Vous savez, dernièrement, on calcule le jour de l'année où on a consommé plus que ce que la Terre peut produire. Et avec le jour, il est de plus en plus proche
du début de l'année. Donc, en ce moment, ça se passe vers le mois de juin, juillet. Qui voulait que ça fait. À partir de moment, on vit à crédit sur la planète. Donc, l'innovation du futur, elle est forcément low cost, frugale. Ça veut dire utiliser le minimum. Aujourd'hui, on parle même d'une philosophie qui est le high-tech. Mais nous, on dit, les gens de l'innovation disent le low-tech. Pourquoi utiliser un processeur, une connexion Wi-Fi, si je peux utiliser une connexion GSM pour traiter le même problème? Le Wi-Fi, ça a besoin d'une infrastructure que tout le monde n'a pas, que certains pays n'ont pas. Ou là, aujourd'hui, on nous parle de la 5G, mais je n'ai pas besoin de la 5G pour récupérer un capteur, une donnée sur un capteur. Une simple bande GSM suffirait. Donc, ne pensez pas, ne bridez pas vos idées avec les moyens. Et encore une remarque, une phrase que j'ai lue hier, les idées toutes seules, elles ne passent pas l'échelle. Il n'y a aucune idée qui fait de l'exponentiel, toute seule l'idée. Par contre, si vous pluguez du logiciel à l'idée, attendez-vous à ce que... Parce qu'il n'y a que le logiciel qui offre l'évolution exponentielle. C'est que le logiciel. Il n'y a pas de matière première, il n'y a que la matière grise qui est utilisée. Donc ne vous bridez pas. L'innovation n'a pas besoin d'esprit bridé, elle a besoin d'esprit débridé. Les esprits bridés n'innovent pas très bien. Merci. Bien, alors si je peux me permettre, j'aimerais bien poser une petite question à Sissad. J'aimerais bien qu'il nous brosse un petit aperçu très succinct de l'état actuel de la digitalisation des entreprises marocaines. En un mot, Sissad. Oui, en fait, pour être clair, il n'y a pas de baromètre aujourd'hui clair sur... déjà sur le niveau du digital, où est-ce qu'on en est, et puis par secteur d'activité, public, privé, et puis même dans le privé, par secteur, etc. etc. Mais il y a pas mal, on va dire, d'innovation dans le monde du digital. Enfin, l'OSIM participe au prix Imtiaz, par exemple, et le prix Imtiaz, il prime les meilleures innovations dans le digital, dans le secteur public. Ceci dit, aujourd'hui, il y a en fait le message, il est très écouté et très haut, au plus haut sommet de l'État. Et donc, ne serait-ce qu'à travers le Conseil économique et social qui a fait un focus cette année sur le digital. Il y a aussi, donc Salah en parlait, donc le rapport sur le digital de l'Institut royal des études stratégiques. Donc l'IRES, le livre blanc, il est téléchargeable sur notre site osimmaroc.com, et donc ceux qui le veulent peuvent le télécharger juste pour voir. Donc c'est une étude qui a été faite avec l'OSIM et l'APEBI. L'APEBI, c'est l'association des constructeurs, on va dire, et vendeurs d'informatique au Maroc. Et donc c'est une étude qui a comme ça évalué où est-ce qu'on en est, nous, Maroc, et on a benchmarké par rapport aussi à d'autres pays, style la Turquie, la Tunisie, etc. etc. Donc ça donne une idée sur où est-ce qu'on en est. Maintenant, je ne veux pas terminer sur une note négative et noircir le tableau. Still yet to come. Il y a pas mal de choses qui restent encore à faire et à construire. Et donc chacun, dans son, on va dire, avec sa modeste contribution, l'OSIM, par exemple, notre matinée aujourd'hui, qui est filmée, qui sera sur YouTube, on va en faire aussi des articles, on sera sur la newsletter, on va l'envoyer à 5000 utilisateurs, elle sera sur tous les réseaux sociaux, ça va communiquer énormément sur cette demi-journée. C'est une contribution epsilonesque donc justement, si chacun peut faire comme ça, et puis si chaque école, chaque université, à l'instar de l'UPF, AFES et d'autres dans d'autres villes, s'ils peuvent faire ce genre d'événements et donc de rapprocher le monde de l'entreprise avec l'éducation et l'enseignement, ça pourrait nous faire gagner quelques places, et quelques places epsilonesques. Mais bon, plusieurs epsilons font remplir une rivière.
information pertinente qui vient d'être analysée par CISAD. Parce qu'au jour d'aujourd'hui au Maroc, si on veut réellement booster, je dis bien, ce secteur de digitalisation de l'économie, il faudrait absolument, je dirais, créer des passerelles, je dirais, entre le secteur privé et les institutions publiques, et en l'occurrence les universités. Voilà. Alors, Madame Yasmina, je ne sais pas si vous avez d'autres... Tout le monde est conscient effectivement de ce discours sur la transformation digitale, en tout cas dans les grandes institutions. Les grands, on va dire, ceux qui traînent le plus, c'est le tissu des PME, des TPE, qui sont encore un petit peu, qui ont d'autres préoccupations, on va dire, en ce moment. Mais les grandes institutions s'y sont mises, en sont conscientes, et les grandes administrations marocaines sont vraiment en pleine réflexion, et je pense qu'ils vont arriver à tirer avec eux le reste du tissu économique. Donc nous sommes en bonne marche, nous sommes bien sûr un peu plus en retard que d'autres pays occidentaux qui ont démarré avant nous, mais pas beaucoup plus. Nous ne sommes pas beaucoup plus en retard qu'ailleurs. Voilà. Bien. Je crois que cette matinée, je dirais qui, à mon sens, elle a été réellement richissime sur tous les plans. Surtout, les experts ici présents aujourd'hui nous ont éclairé sur le rôle stratégique de la digitalisation des entreprises. Et en gros, ce qu'on pourrait retenir, c'est qu'aujourd'hui, notre économie, elle a réellement besoin, je dirais, d'une digitalisation pour pouvoir s'insérer dans le cadre de l'économie de la connaissance. Merci à toutes et à tous.